Donc là, on va visionner quelques petites séquences de télévision qui adorent montrer soit la pauvreté, soit la richesse. C'est deux sujets que les médias aiment bien, surtout les télévisions, où on va se complaire à regarder les riches et à regarder les pauvres aussi. Ce qui pourrait nous faire croire, en tout cas, que le souci des inégalités existe à la télévision. Donc là, je te montre quelques petits sujets qui ont été glanés. Émilie, elle, a trouvé un endroit où dormir, mais sommaire. Un petit mobil-home dans un camping en Picardie. 25 mètres carrés seulement, pour 525 € de loyer. À 29 ans, c'est la seule option qu'elle a trouvée pour se loger avec ses 3 enfants. Donc c'est la pauvreté, Comme là, Émilie, apparemment. Hein. plus de 100 000 personnes en France vivent au camping à l'année. Florence ne se sent pas riche. Elle préfère le terme privilégié. La famille Catiard figure pourtant dans le palmarès des 300 plus grandes fortunes françaises. Et quand on évoque avec elle les problèmes de la société d'aujourd'hui, elle pense avant tout à l'écologie et à la planète. Les inégalités sociales, par exemple, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou pas? Si je réponds honnêtement, oui, mais peut-être pas dans le sens où tout le monde l'entend. Moi, c'est pas à moi d'en parler. Moi, je trouve que ce qui est très difficile, c'est quand effectivement il n'y a pas d'ascenseur social. Mais c'est vrai aussi que il y a peut-être, on peut aussi avoir plus d'espoir, plus de pensées positives et plus de vista intérieure qui vous pousse à vivre à votre maximum. Voilà, et donc les riches, les pauvres, juste effectivement, t'as aussi les vacances de riches, ça c'est capital. Le luxe ne prend pas de vacances, bien au contraire. Ça fait rêver un petit peu, hein? Sur la Côte d'Azur, certaines villas s'arrachent à plus de 100 millions d'euros, extravagances comprises. Là, c'est de l'or 24 carats. Côté plage, le Panama est devenu l'accessoire indispensable. Découvrez pourquoi il reste un produit de luxe. Combien tu nous vends celui-là? 450 €. D'accord. Et comment reconnaître le vrai du faux. Ça, vous voyez, vous pouvez le mettre à la poubelle, c'est de la saloperie. Enfin, voyager dans les conditions de vol les plus luxueuses au monde. Je veux prendre la douche le matin en arrivant. Un secteur toujours plus lucratif. Voilà, donc les riches. Et alors, juste on remet un petit coup parce que Super Nanny, je connaissais pas, moi c'est bien aussi. Hein. Imaginez une famille nombreuse avec 10 enfants, dont 6 filles et 4 garçons. Eh bien, chez Karine et Didier, 10 enfants, ça donne ça. Manifestement, c'est le pauvre. Visiblement. Hein, ils sont quand même le côté. Oui, mal élevé. Ouais, c'est ça. Ils sont terribles. J'en ai jamais vu des comme eux jusque maintenant. Ben voilà, ils en ont vu. Voilà, donc c'était un petit pot pourri d'inégalité qui est montré comme ça, complaisamment, avec un peu l'arme à l'œil, au mieux, et au pire, avec un étalage des riches et des pauvres. Ça t'évoque un point important quand même dans ce entretien qu'on va mener là sur le travail. Oui, parce que c'est pas sans rapport, ou plus exactement, ou il faudrait peut-être le dire à l'envers, c'est complètement sans rapport avec ce qui est en train de se passer. Les inégalités, je veux dire les inégalités de revenus, donc les inégalités monétaires, de revenus et de fortune, sont devenus l'un des thèmes saillants de, semble-t-il, la critique contemporaine du capitalisme. Et moi, il me semble que c'est vraiment la fausse critique par excellence. Et il y a plein de manières de s'en apercevoir, directement ou indirectement, au travers de toute une série d'indices. Le simple fait, si tu veux, que le thème des inégalités soit devenu un nouvel objet de consensus dans lequel tu vas retrouver jusqu'à des hebdomadaires extrêmement libéraux comme The Economist est en soi pas un très bon signe. Mais il me semble que la démonstration de la parfaite innocuité politique du thème des inégalités consiste précisément en ce qu'on vient de voir et que je résumerai par la preuve par la télé.
la télé, la télé commerciale, je veux dire, hein, qui a toujours une haute conscience politique de ce qu'elle fait. Oui, c'est-à-dire la majorité de la télé. Et quoi qu'on ait vu... France 24. France 24, hein, bon. Mais France 2, la télé commerciale qui a une très haute conscience de son rôle politique a parfaitement mesuré que la monstration des inégalités monétaires était dénuée de tout danger politique. Contrairement d'ailleurs à ce qu'on pourrait imaginer spontanément. C'est-à-dire, effectivement, tout le remue-ménage autour du thème des inégalités tend à faire croire que, oh là là, on est en train d'agiter le scandale, la sédition est en train de mûrir, etc., etc. Mais pas du tout. Alors, il y a une vraie curiosité, hein. C'est-à-dire, on peut montrer la vie des riches aux pauvres, et les télécommerciales s'y emploient, et ça ne fait rien du tout aux pauvres. Moi, je me souviens, alors on ne pouvait pas le voir là comme ça, mais je ne sais pas si tu te souviens du mariage de Mademoiselle Arnaud, la fille de Bernard Arnault. Voilà, c'est ça. Dans le Bordelais, dans le Bordelais. Du château Yquem, ouais, bon, que possède Bernard Arnault, son père. Une piquette, une affreuse piquette. Bon, il y avait eu un reportage dans Paris Match sur ce mariage, mais c'était vraiment... c'était l'Ancien Régime, quoi. C'était 1788. Et spontanément, tu te dis, mais si les gens voient ça, ils vont prendre le mors aux dents, et ils vont aller chercher les fourches et les fusils de chasse. Et rien du tout. Et on peut leur montrer, comme TF1 s'y emploie, je ne sais pas si ça existe toujours, mais pendant longtemps, à la fin, après le journal télévisé, il y avait un truc où on te montre des maisons extraordinaires, tu vois. Alors les pauvres regardent les maisons extraordinaires, comme ils ont regardé le mariage de Mademoiselle Arnault, comme ils voient là la jet set avec l'or 24 carats au fond de la piscine, ou sur le bidet, etc. Quand Delphine Arnault s'est mariée, oui. Il y avait foule autour de la place de Bazas, voilà. Pour voir un mariage, un beau mariage. Et il ne se passe rien. Il ne se passe rien, et c'est même presque le contraire. C'est-à-dire, moi je serais pas loin d'imaginer que lorsque les pauvres à qui on montre ça observent ce spectacle, ça leur fait venir des sentiments d'envie vaguement mêlés d'admiration. Bon. Et pas davantage. En tout cas, pas le goût de la colère, ni d'aller mettre des têtes au bout des pics. Ça, pas du tout. Et puis alors, on pourrait dire, mais est-ce que la télé montre la vie des pauvres aux pauvres, à l'inverse ? Eh bien oui, elle le fait, et nous l'avons vu. Mais alors, elle le fait... Alors là, c'est la TNT hein, qui est spécialiste de ça, avec des trucs façon Super Nanny. Elle le fait de la manière la plus dégradante qui soit, quoi. Bon. Et là encore, ça ne fait rien. Alors, donc, on montre la vie des riches aux pauvres, on donne une certaine représentation de la vie des pauvres aux pauvres, et ça ne suscite aucun émoi politique. Mais il y a une chose qu'on ne montre jamais de la vie des pauvres aux pauvres, c'est leur vie laborieuse. Ça, la télé a très très bien compris, mais d'une connaissance pratique, hein, elle a très très bien compris que montrer ça, alors là, pour le coup, ça pouvait être craquer l'allumette dans la Sainte-Barbe et faire tout exploser. Et ce qu'on ne montre pas, c'est il se lève à 2h du matin pour embaucher à 3h30, elle fait 40 km en voiture pour aller mettre bout à bout 2 fois 2 heures de temps de caissière séparés par 6 heures à attendre sur un parking. Ils vivent dans l'angoisse du plan social qu'il va tomber, la tête qu'ils font lorsque le plan social est tombé, les dépressions, les familles en miettes, les suicides. Alors ça, on ne te les montrera jamais. Ou alors dans des cases ultra-marginales. Tu sais, la case documentaire à 23h ou celle que tu connais si bien de France 5 à 15h45. Voilà. Ça, c'est dangereux politiquement. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que dans le rapport salarial, ce dont il est question au premier chef, ce ne sont pas les inégalités de revenus, ce ne sont pas les inégalités monétaires. C'est l'inégalité politique du rapport salarial en tant qu'il est un rapport de domination. Et ça, c'est la chose qu'il ne faut pas dire et qu'il ne faut surtout pas montrer. Parce que alors là, pour le coup, les gens reconnaîtraient exactement l'existence qu'ils ont et ça les rendrait fous furieux. Oui, quand on lance le débat autour des inégalités, ça peut paraître important et sympa. Les inégalités, faut les combattre. Mais toi, ce que tu poses, c'est que les inégalités, c'est un fourre-tout un peu caritatif qui peut arrondir les angles en disant oui, on va essayer de diminuer un peu tout ça. Mais c'est pas ça l'enjeu principal. Oui. C'est pas autour des inégalités que le système profondément va être mis en cause. Et notamment, comme il peut être remis en cause en questionnant la notion même de salariat. Oui. C'est quand même deux notions tout à fait antagonistes, presque. Oui.
Ce point de vue sur les inégalités n'est évidemment pas inutile en soi. Qui ne voit qu'il y a un problème d'inégalité devenue délirante, etc. Bien sûr que c'est une question. Mais il s'agit de savoir quelle est l'importance réelle de cette question si on veut soutenir un point de vue critique sur l'époque. Moi, je crois que le point de vue des inégalités, c'est le point de vue le plus typique de cette gauche que j'appelle la gauche pleurnicharde, dont le projet véritable, en fait, est de passer la serpillière dans les coins, là où le capitalisme a laissé trop de saleté. On voit bien d'ailleurs que ce point de vue sur les inégalités n'aide en rien à comprendre ce qui est en train de se passer actuellement avec la loi El Khomri, qui alors, pour le coup, bien inintentionnellement d'ailleurs, ou intentionnellement, après tout va savoir, met au cœur de la cible, enfin vraiment s'attaque au noyau dur de la chose. Et c'est bien de ce noyau dur-là qu'il faut parler. Et qu'est-ce que c'est le noyau dur de la chose? C'est le rapport salarial comme rapport fondamental du mode de production capitaliste, et en tant qu'il emporte une inégalité structurelle, mais d'une toute autre nature. L'inégalité monétaire, c'est une inégalité secondaire, au sens où elle vient par après, c'est une inégalité épiphénoménale. L'égalité fondamentale du rapport salarial c'est ce que je te disais tout à l'heure, est une inégalité à caractère politique qui vient du fait que c'est un rapport de domination. Et c'est là, il faut revenir à des choses tout à fait basiques, qu'un barbu célèbre avait analysé il y a déjà un moment, mais qu'il faut certainement pas oublier ni perdre de vue. Le salariat est un rapport social de chantage. Il faut dire les choses comme elles sont, en réalité, et telles qu'elles sont systématiquement travesties par le discours d'époque. C'est un rapport de chantage à la survie matérielle même. Dans une économie monétaire à travail divisé, et même profondément divisé, où nul n'a la possibilité d'organiser par soi-même sa propre survie matérielle, il faut jouer le jeu de la division du travail, de ses complémentarités, donc il faut s'insérer dans l'échange marchand, et pour s'insérer dans l'échange marchand, il faut en posséder le médium, et ce médium, c'est l'argent. Et dans le système capitaliste, où trouver l'argent? Qu'est-ce qui procure l'argent? L'argent se trouve par le salaire, c'est-à-dire par l'emploi, qui offre l'emploi, le capitaliste. Donc pour trouver l'argent qui est indispensable à la survie, il faut aller s'employer, et il faut aller s'employer auprès du capitaliste, c'est-à-dire à ses conditions. Et à ces conditions seulement. Et tu vois bien comment le capitalisme tient les individus, individuellement d'ailleurs, et collectivement, en prenant en otage leur vie même, ni plus ni moins. Ce qui est quand même un truc tout à fait sidérant quand on y pense. De là le fait que, en réalité, les rapports sociaux de travail sont des rapports dont la base ultime est fondamentalement moyenâgeuse, pour le dire. En tout cas, qui n'a rien de démocratique. C'est un rapport de domination brute. Alors évidemment, ça, c'est l'élément fondamental du rapport salarial. C'est sa strate première. Et la première réalisation historique du salariat a été exactement conforme à ça. Bah alors pour le coup, il n'y a même pas besoin de lire Marx. Tu lis un germinal de base et la chose te saute aux yeux. Alors, le capitalisme a évolué historiquement et à cette strate fondamentale s'en sont rajoutés d'autres qui ont fait perdre de vue, n'est-ce pas, le noyau dur. Le rapport salarial fordien a ajouté quelque chose qui n'existait pas dans le premier capitalisme, qui est l'accès à la consommation généralisée, l'accès aux biens marchands. Bon, et si tu veux, les salariés s'en sont trouvés mieux. Et le capitalisme en a tiré un supplément de viabilité politique qui a été tout à fait extraordinaire, notamment pendant toute cette période où il était dans un rapport d'antagonisme violent avec le communisme, etc. Bon, je veux dire, la stabilité politique du capitalisme, elle est venue à l'époque fordienne de la consommation de masse et la sécurité sociale, et la stabilisation des parcours professionnels. Et puis vient le capitalisme néolibéral, et lui, il ajoute une troisième couche à cet édifice. Et cette troisième couche, c'est la rhétorique de l'accomplissement de soi par le travail. Ah, le travail à la chaîne, c'est vrai, c'était pas bien. C'était pas bien, c'était mécanique, c'était stéréotypé, on n'y trouvait pas son compte personnellement et presque existentiellement. Le capitalisme néolibéral propose aux salariés l'autonomie, la réalisation de soi, l'accomplissement, tu vois, tout ce discours managérial, etc. Et tout ça recouvre si tu veux, tout ça recouvre le noyau dur et semble le faire oublier. Donc c'est pour ça que si tu prends un salarié à peu près au hasard et que tu lui lâches le salariat est un rapport social de chantage, probablement sa première réaction sera d'être outré. Par une exagération pareille. Mais non, moi je suis bien dans mon travail, je m'accomplis, machin, etc. À ceci près que lorsque la situation se tend, c'est la base fondamentale du rapport salarial qui revient. Et on te montre la porte.
Et là, tu fais l'expérience de ce qu'est vraiment le salariat. Alors, pour finir avec inégalité-salariat, cette mise en avant permanente de plus en plus de l'inégalité et pas de la problématique du salariat, comment dirais-je, aurait des buts politiques. Enfin, mettre en avant plutôt que de mettre en avant une autre problématique, ça veut dire quelque chose politiquement. Surtout de mettre en avant celui qui découlerait de celui qu'on essaye de cacher. Ben oui, bien sûr. C'est toujours le même jeu, hein, en réalité. Comme un train peut en cacher un autre, un thème peut en éclipser un autre. Et quand on parle des inégalités de revenus, dont il y a lieu de parler, hein, c'est pas la question. Mais si on ne parle que de ça, évidemment, pendant ce temps-là, on ne parle pas d'autre chose. Sauf que vient la loi El Khomri et qui, elle, travaille à cœur le rapport de domination qu'est le salariat, en donnant encore un peu plus, si c'était possible, et c'est possible, l'avantage au capital par rapport au travail. Bon, alors là, il n'est plus du tout question de niveau de rémunération, etc. Il est vraiment question des moyens structurels, en l'occurrence offerts par la loi, moyens pour les patrons de prendre littéralement en otage les salariés. Tu vois, là, la prise d'otage aussi. Hein. On ne te parle que de la prise d'otage des cheminots en général, hein, ou des ramasseurs d'ordures qui ne veulent plus faire leur travail, etc. Mais toute la société capitaliste est organisée autour d'une prise d'otage massive, colossale, et qui est si énorme qu'elle en passe systématiquement inaperçue, et qu'elle est passée dans les habitudes, dans les mœurs, une espèce de slava de soi. C'est donc un inquestionnable. Surtout aujourd'hui. Et spécialement aujourd'hui. Il y a 50 ans, 100 ans, oui. 150 ans, ça se questionnait. Voilà, là, c'est ça. Et c'est vrai que cette supercherie de mettre en avant les inégalités qui sont créées par, justement, ou accentuées par ce qu'on met en arrière, oui. est quand même une belle opération. Oui, oui. Alors, à ceci près que... Mais bien sûr, bien sûr. À ceci près que le capitalisme néolibéral est totalement schizophrène. C'est-à-dire, il te raconte deux histoires, ou plus exactement, il te raconte une histoire, et par ailleurs, il en réalise une, il en accomplit une, totalement différente, et en vérité, violemment contradictoire. Donc, d'un côté, le capitalisme néolibéral dit « Venez dans mes startups, venez dans mes entreprises modernes, vous allez voir, c'est le fun. Et vous allez vous réaliser, vous allez vous accomplir, et vous allez vous éclater. » Et par ailleurs, simultanément, le capitalisme néolibéral maltraite et précarise à un point qu'on n'avait pas vu depuis des décennies. Alors, sauf que les salariés ne sont pas complètement dupes. Même ceux qui sont en position de se voir servis l'histoire à l'eau de rose de l'accomplissement de soi connaissent, pour l'avoir expérimenté de première main, la précarisation dans laquelle ils ont débuté à coups de stage, et puis de CDD, et puis de CDI, où ils étaient malgré tout menacés de licenciement pour motif de compétitivité insuffisante, etc. etc. C'est la raison pour laquelle, si tu veux, on reste sidéré des pathétiques efforts de la communication gouvernementale qui, s'adressant à la jeunesse, commence à lui dire « mais nous ne comprenons pas, nous faisons tout pour vous, etc. » Mais sauf que cette jeunesse connaît la chose de connaissance pratique. Et c'est bien ça qui est si tu veux, qui est en question dans cette vidéo qui a été faite par les youtubeurs, hein, on vaut mieux que ça, qui collectent des témoignages d'expériences réelles sur le lieu de travail. Et crois-moi, c'est pas une symphonie pastorale. C'est pas l'histoire idyllique que te raconte le capitalisme néolibéral, ses patrons. C'est des histoires de maltraitance, c'est des histoires de violence symbolique, c'est des histoires de précarité, etc., etc. On va justement pouvoir regarder ça. Les inégalités, elles étaient là, mais sans réelle cause. Enfin, oui. sans... Pourquoi il y a ces inégalités? Pourquoi, à ce point, elles explosent? Et elles explosent parce que le capitalisme a repris, ou plus exactement, le capitalisme s'est doté de nouvelles structures à partir de la fin des années 70 et du début des années 80, qui ont redonné des marges de manœuvre stratégiques au capital, lesquelles marges de manœuvre stratégiques ont été utilisées par lui dans tous les compartiments du jeu. C'est-à-dire à la fois quantitatif et qualitatif. Alors il faudrait rentrer dans le détail de l'agencement de ces structures, qu'on peut rassembler sous la dénomination synthétique de mondialisation ou de mondialisation néolibérale, à savoir la déréglementation de la finance qui a imposé le pouvoir des actionnaires, le libre-échange international, et pour ce qui nous concerne, les structures et les institutions européennes. Bon, à l'intérieur de ce cadre triangulaire, si tu veux, le rapport de force a été entièrement rebasculé en faveur du capital,
capital, et c'est un rapport de force qu'il a exploité à son avantage, aussi bien dans le registre quantitatif de l'écrasement de la masse salariale que dans le registre qualitatif de la précarisation et de la déstabilisation du travail, dans lequel il voit finalement, ou il s'efforce de voir, comme diraient les économistes, un facteur de production qui est normalement aussi malléable qu'une chose, qu'on convoque quand on en a besoin, qu'on repousse quand on a cessé de vouloir l'utiliser, etc., etc. Et tu vois bien que tout le projet de la loi El Khomri, là pour le coup, se déploie dans le volet qualitatif de cet approfondissement du rapport de force en faveur du capital, puisqu'il s'agit d'autoriser les entreprises, plus qu'on ne l'a jamais fait jusqu'ici, à ajuster la quantité de travail de manière presque instantanée pour épouser au plus près toutes les fluctuations de l'activité conjoncturelle. Alors voilà, là, si tu veux, c'est la liquéfaction du travail à l'état pur. Et donc, nous avons besoin de vous, venez. Vous ne nous êtes plus utiles, partez. Je te montre un peu, par exemple, un petit tournage qui a été fait à l'Union locale CGT de Tourcoing, où tous les jours, des gens sont dans une salle d'attente, celle-là par exemple, hein, où tu vois, on se croirait chez le docteur, mais on n'est pas chez le docteur, et où ils attendent d'être reçus pour parler justement de ce qu'ils vivent depuis des années. Depuis des années. Alors, ceux qui vivent depuis des années, ça peut donner ça, par exemple, tu vois. Il y aurait des témoins qui m'auraient vu sortir avec mon sac personnel par les caisses avec de la marchandise non payée. Donc ils ont des beaux yeux. Donc elle travaille dans une boulangerie à Intermarché. Il m'a demandé... Donc il t'accuse de vol et tu mets juste un avertissement. Alors, voilà. Mais il est gentil en fait. Bah j'aurais mis dans le dehors de suite. Ouais, bah ouais. Oui. C'est qu'en fait il n'y a aucune preuve. Je lui ai dit que je refusais de signer cet avertissement parce que je ne reconnaissais pas les faits. Ouais. Donc il m'a dit c'est pas grave, je vais vous l'envoyer. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit maintenant qu'est-ce que j'ai volé? Quel témoin? Ramenez-les-moi, montrez-moi les caméras, quelle marchandise il s'agit. Il fait je ne sais pas, les témoins je suis fiable sur eux. Je lui dis mais monsieur Gis... Voilà, donc justement tout juste après, hein, c'est-à-dire il y a des moyens pour licencier facilement, autrement que la loi El Khomri nous promet. Parce qu'en fait, après j'ai su par des collègues que j'avais volé un pain, une boîte de chocolat, que dans tout le magasin tout le monde le savait, alors que normalement ça aurait dû rester personnel. Donc j'ai répondu comme je pouvais. T'as volé un pain? Un pain. Comme Jean Valjean. Tu connais Jean Valjean? Ouais. Les Misérables. D'accord. Et tu vas être poursuivi toute ta vie. 19 ans. Oui, je pense. Toute ta vie par les patrons, tu vas être poursuivi. Tu vois, et ça finira au bagne ce truc-là. On va voler un pain. La soupe au caillou après. Et une boîte de chocolat, mais t'as des goûts de luxe. Ouais. Voilà, ça c'est une réalité. Hein. C'est toi qui as tourné ça? Ouais. Ah, oui. C'est une réalité. Oui, donc pas vu à la télé. Pas vu à la télé. Alors, pas vu à la télé non plus, ça. Alors, monsieur il a travaillé à Adrexo, donc c'est une grande entreprise humaine, hein, qui a distribué des prospectus dans les boîtes aux lettres pendant combien de temps? 10 ans. Pendant 10 ans. Et puis tu as été déclaré inapte par la médecine du travail à cause de problèmes de santé. C'était quand ça? C'était en décembre 2015? Novembre 2015. Il était censé te convoquer pour un entretien et sans doute pour te licencier, avec indemnité. Sauf qu'il n'a jamais fait, et il a fallu qu'on écrive un courrier, et il a fini par répondre le 25 février, c'est ça? Alors qu'il aurait dû, déjà il devait reprendre le paiement des salaires à partir de décembre. Rien. Et il t'a convoqué le lundi 7 mars. Donc il n'est plus payé depuis novembre 2015. Oui. On présume quand même que quelqu'un qui travaille à distribuer des prospectus dans la boîte aux lettres n'a pas forcément des économies énormes. Donc ça fait 5 mois qu'il n'est pas payé. Voilà, c'est un genre de quotidien avec tout ce qui est le prolétariat des services, etc. Alors, à côté de ça, effectivement, il y a ce combat qui est en train de se mettre en place. Oui. Beaucoup plus visible, hein, et en même temps intéressant parce que... copain, c'est quoi ton boulot
il n'y a personne qui en parlera mieux que toi. C'est Alors dont tu va sur parlais. le réseau Oui. social de ton choix, utilise le tag On vaut mieux que ça et raconte-nous la dernière fois qu'au taf, t'as eu l'impression qu'on se foutait de ta gueule. Raconte-nous la première fois où on t'a demandé un truc impossible ou absurde. La fois où on t'a refusé un boulot pour des raisons injustes. Quand ton taf a commencé à bouffer tout le reste. Quand on t'a demandé de bosser gratos, ou qu'on t'a sucré ta paye ou ta prime. La fois où t'as cru péter les plombs. Ou celle où tu t'es retrouvé en danger au travail. Raconte-nous ce moment où on s'est mis à te parler comme un gosse. Celui où ton collègue est devenu un concurrent dans ton esprit et que t'as pas aimé ça. Entre les deux, eh ben, on est en train de découvrir pas mal de liens. Oui. Alors, les uns sont mis en avant, les autres sont beaucoup moins, parce que ça fait des années que ça Oui. dure pour eux. Mais là, on entend des choses qui se ressemblent. Oui, absolument. Alors c'est ça qui est... Il y a beaucoup de choses à dire hein, là-dessus. D'abord, il y a en effet cette première chose qui est en gros le moyen par lequel un ordre social se maintient dans l'existence, c'est qu'il organise l'invisibilité de ses tares. Donc il ne faut pas les montrer. Il ne faut pas les montrer parce que si on les montre trop, on en revient à notre discussion du tout début. Hein. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Qu'est-ce qu'il ne faut pas montrer hein? Le bidet en or massif, ça tu peux. Le château Yquem, tu peux. Machin. Mais ces choses-là, non, ça il vaut mieux pas parce que ça vraiment c'est dangereux. Et cette chose qu'on ne peut pas montrer, malheureusement, c'est le cœur du système. Hein. Ils sont nombreux. Oui, et alors voilà. Parce que c'est pas quelques personnes. Oui. Là c'est des masses. Oui, voilà. Alors, et ce qui est tout à fait particulier au moment que nous vivons, c'est qu'en effet, sont en train de se rejoindre dans l'intention de montrer ce qui n'est pas montrable, des catégories sociales qui sont tout à fait différentes et qu'on croyait entièrement séparées et qu'on découvre unies par une condition commune, laquelle, celle dont nous parlons depuis le début, le salariat lui-même. Donc c'est vraiment la démonstration par la sociologie de cet invariant fondamental du rapport salarial, en quoi consiste le noyau dur qu'on a décortiqué tout à l'heure, et qui s'est maintenu à l'œuvre, même s'il a été recouvert par des strates qui sont venues s'ajouter par après, qui est resté à l'œuvre au travers de toutes les configurations historiques du capitalisme, et qui, synchroniquement, traverse également toutes les catégories sociales, quel que soit leur degré d'adhésion au système ou d'aperception. Il reste qu'en situation de conflit, c'est toujours ce noyau dur qui remonte à la surface et qui écrase tout le reste. Bon. Et alors, l'autre chose qui est vraiment très intéressante, bon, cette initiative des youtubeurs est une espèce de providence. Hein. Enfin, c'est un petit miracle, c'est vraiment formidable. Parce que là pour le coup, c'est vraiment une manière de constituer un commun politique qui est d'une puissance phénoménale. Mais il y a autre chose. C'est que la dureté de la condition salariale, il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que tant qu'elle ne frappait que les catégories ouvrières ou les catégories populaires, celles qu'on voit au début, voilà, le reste de la société s'en foutait. C'est ça la vérité. Je ne sais pas si tu te souviens de ce passage, tu sais, dans le documentaire sur Bourdieu, La sociologie est un sport de combat. Il y a un moment où Bourdieu parle de ce qui s'est passé dans l'Amsterdam du XVIIe ou du XVIIIe siècle pour instaurer un système de tout à l'égout, à la place de jeter votre caca dans la rue. Tu vois. Eh bien, c'est que la bourgeoisie locale avait fini par s'apercevoir que les miasmes ignoraient les barrières de classe et finissaient par emporter ses propres enfants. Donc lorsque les intérêts de la bourgeoisie commencent à être attaqués, alors la bourgeoisie, la petite bourgeoisie ou la petite et moyenne bourgeoisie commence à ouvrir les yeux et à s'apercevoir qu'il y a quelque chose à faire. Je voudrais surtout pas que ce que je suis en train de dire et les allures d'une dépréciation politique ou sociologique de l'initiative des youtubeurs que je trouve vraiment d'une valeur inestimable. Mais après tout, cette catégorie sociale à laquelle appartiennent ces youtubeurs, d'une certaine manière, moi je ne suis pas un précaire hein, comme eux, hein, je veux dire, moi je suis fonctionnaire, donc tu vois, tout va très bien pour moi et je regarde la tempête à l'abri depuis
depuis la berge. Hein. Mais par ailleurs, sociologiquement parlant, nous faisons plus ou moins partie du même groupe, c'est-à-dire la petite ou moyenne bourgeoisie cultivée, avec un certain capital scolaire, etc. etc. Et l'un des grands enjeux de la période, précisément, c'est de faire se rencontrer ces différentes fractions de la gauche. Bon, c'est tout le travail que veut faire Ruffin également avec son film. C'est-à-dire la gauche des prolos, et alors, comme il dit, la gauche des bobos, etc. On pourrait discuter de l'appellation si on veut, mais enfin, c'est bien ça l'idée. Et en effet, on peut les faire se retrouver. On peut les faire se retrouver parce que, d'une part, il y a cette invariance salariale qui les concerne tous, et d'autre part, le capitalisme néolibéral a décliné cette invariance salariale d'une manière qui les frappe tous. Et qui a commencé par ceux qu'on a vus en premier, depuis une vingtaine ou trentaine d'années, qui étaient quand même aussi de masse, ceux qu'il fallait toucher en premier, et immanquablement, la barre bouge et avance envers ces gens-là. Mais moi qui étudie un peu, fais pas mal de films sur ce qui s'est passé ces 30 dernières années, un certain nombre de lois, de décrets, de décisions, a tapé systématiquement sur ces, entre guillemets, gueux, qui en ont pris plein la gueule. Plein la gueule, mais plein la gueule. Oui, absolument. Et là, on voit le résultat. Et sans qu'il y ait peu de monde pour se préoccuper de leur sort. Et là, on arrive peut-être à un moment donné où justement, puisqu'ils ont pu taper sur la gueule sur ceux qui avaient moins les moyens de pouvoir le faire savoir, ils continuent. Voilà. Alors, c'est à ce moment précis. Absolument. Et c'est là qu'on en revient à cette idée des intérêts malpropres et bornés de la bourgeoisie et de cette posture fondamentalement schizophrénique du capitalisme néolibéral. C'est-à-dire que pour pousser toujours plus loin son avantage, comme les nouvelles structures du néolibéralisme le lui autorisent, le capital est une puissance qui va et qui avancera jusqu'à ce qu'elle rencontre une puissance de même intensité et de sens contraire, qui sera décidée à l'arrêter. Mais tant qu'elle n'a pas rencontré cette puissance contraire, il avancera. Mais il avancera jusqu'à détériorer, jusqu'à nuire à ses propres intérêts. Et c'est bien ce qu'il est en train de faire actuellement. C'est-à-dire que ce capitalisme néolibéral ne se rend même pas compte qu'il est en train d'attaquer sa propre base sociale. Il est en train de maltraiter et de malmener ceux qui, a priori, lui étaient le plus idéologiquement acquis, ceux qui étaient le plus disposés par leurs origines sociales, leur trajectoire scolaire et universitaire, à jouer le jeu du salariat, à jouer le jeu de l'emploi, de la réalisation de soi par l'emploi, etc. Et il les a tellement tabassés que même ceux-là sont en train... Et ils les tabassent tellement, et il se propose de les tabasser davantage avec la loi El Khomri, que ceux-là sont en train de se retourner contre lui. C'est quand même, si tu veux, il y a une aberration politique là, qui est de première grandeur. Alors, ce qu'il y a aussi de particulier un peu dans le débat, mais ça peut être un aparté, c'est le fait qu'on met en avant énormément un certain type d'économie autour du net, de la révolution numérique, etc. Donc un certain nombre de ces agents sociaux, au détriment, encore une fois, de toute une part d'une économie qu'on a vue à l'ULCGT Tourcoing, qui sont une masse de gueux, mais qui constituent encore, comment dirais-je, la majorité du travail en France. On veut nous faire croire qu'on est passé à un travail dépassé, un travail ouvert, interactif, etc. Je veux dire que l'économie est quand même encore organisée massivement autour de ce qu'on a vu à Tourcoing. Ils sont encore massivement là, et c'est pas un hasard si massivement on détruit leurs conditions de vie, de rémunération et de salariat. Mais c'est encore pire que ça, parce que à ce que tu dis, et qui est parfaitement exact, c'est-à-dire que on finit par oublier, à force de reportages mirifiques sur les incubateurs, les start-up, patati patawette, on finit par oublier que, en effet, les ouvriers, 25% de la population active, les employés, 25 autres %, 50%, tu vois, ça fait, qui sont pas en train de travailler dans, qui sont pas, c'est ça. Alors exactement. Des usines. C'est le 19e siècle, c'est le 19e siècle numérique. Voilà. Alors c'est ça. Où il y a du monde. Il y a les deux, entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour ce monde. Mais c'est ce que je voulais ajouter dans la foulée, c'est-à-dire que dans cette fraction numérisée et supposée ultramoderne du capitalisme contemporain, c'est pas le campus Google tous les jours. Tu as Amazon, puis tu as des startups aussi qui fonctionnent à l'auto-aliénation, à la servitude volontaire, et dont les gens finissent par
repartir dégoûtés, surexploités, pressés comme des citrons, au motif qu'ils étaient là comme des croisés pour accomplir la grande révolution numérique. Bon, donc, oui, en effet, le discours est mensonger de la cave au grenier. Oui. Dans les villes telles que nous les présente, modernes, etc., il y a aussi une masse des prolétaires des services, du ménage, de la restauration, du gardiennage, des restaurants, des bars, etc., qui sont des damnés de la terre modernes. Et tu connais, c'est un stratagème rhétorique, mais vieux comme le politique, quoi. On veut te donner la brillante exception pour le cas général. Bon, évidemment, on ne fait pas plus mensonger.